Bonjour, je suis Franck Daou, je suis en fait le responsable de la licence pro MHR et je vais essayer de vous expliquer avec ces quelques transparents ce qu'on fait avec cette licence professionnelle. Alors les licences professionnelles MHR, le MHR c'est pour mesure, hyperfréquence et radiocommunication. C'est en fait quoi? C'est typiquement les métiers de la mesure radio. Donc que ça soit vers l'hyperfréquence ou vers les systèmes radiofréquences tels que les systèmes de communication. Alors on a utilisé cette présentation un monde connecté des métiers du présent et du futur. Je vais essayer de vous montrer en fait qu'avec notre licence, c'est une licence qui s'inscrit dans les métiers présents, puisqu'on a quand même pas mal de choses qui tournent autour de liaison radio, et surtout dans le domaine du futur, puisque cette thématique est en forte évolution. Alors je vais commencer peut-être tout de suite par lever un malentendu, c'est sur le terme licence professionnelle. Et ça, c'est pas propre en fait à la licence pro MHR. Une licence professionnelle est une licence qui conduit en fait au monde du travail, c'est-à-dire qu'à l'issue de votre licence professionnelle, théoriquement comme pratiquement, vous avez un métier et vous allez travailler. Cette licence professionnelle n'est pas faite pour poursuivre vers un master professionnel. C'est pas parce qu'il y a le mot professionnel dans les deux intitulés qu'il y a une suite logique. Dès que vous voyez apparaître dans les items de désignation des formations la notion professionnelle, c'est l'objectif. Là, son objectif, c'est une insertion dans le monde professionnel. Donc on se rapproche beaucoup plus en fait d'une formation continue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les licences pro par rapport aux licences classiques ne préparent pas à une poursuite d'études. Ça veut dire en fait que le niveau mathématique que vous allez acquérir en licence pro n'est pas suffisant pour suivre un master ou un master professionnel. Alors bien évidemment, ça ne vous empêche pas de suivre un master professionnel, mais vous êtes moins bien préparé qu'une licence classique. Voilà, je pense que c'est important de noter ce point. Alors la première question qu'on va essayer auquel je vais essayer de répondre, c'est est-ce que les hyperfréquences sont un domaine porteur? La réponse, vous l'avez sous les yeux, oui, c'est un domaine porteur. Alors pourquoi c'est un domaine porteur? Parce qu'en fait, vous avez tous dans votre poche un téléphone et un smartphone et un super système radio. D'ailleurs, je devrais dire des systèmes radio, parce qu'il y a au minimum 4 à 5 émetteurs-récepteurs regroupés sous un même boîtier. Donc c'est vraiment ce développement qui est en train de prendre une part importante dans notre société. Et vous avez tous entendu parler de la 5G qui commence à être déployée. C'est qu'un objet parmi tant d'autres qu'on a dans le domaine des radiofréquences. Alors j'ai essayé de les passer en revue assez rapidement pour vous montrer en fait que nos domaines d'activité sont multiples, puisqu'on va s'inscrire bien évidemment dans tous les domaines où il y a des liaisons. Alors un des premiers domaines, c'est dans l'industrie. Vous avez dû entendre parler de l'industrie 4.0, on est maintenant vers l'industrie 5.0. Et cette industrie 5.0, c'est une industrie fortement connectée, où on va placer des capteurs à différents endroits d'une chaîne. Ces capteurs sont là pour vérifier le flux de production, pour vérifier en fait la gestion des apports en termes de produits, etc. etc. Classiquement, ces capteurs étaient des capteurs qu'on reliait via une liaison filaire. Alors, on s'est aperçu que lorsqu'on voulait modifier même faiblement la chaîne, ça obligeait en fait de recabler en fait l'ensemble de la structure. Donc, dès lors, on a décidé d'utiliser des systèmes qui étaient sans fil, wireless, et un des systèmes, c'est les systèmes de type radio. Alors ça, c'est un premier élément de réponse. Vous imaginez bien qu'aussi que tous les systèmes qui se déplacent, qui ont énormément de capteurs, on ne peut pas les relier avec un fil. L'exemple type, c'est le robot transporteur
par exemple chez Amazon, hein, qui va faire l'approvisionnement, vous imaginez bien que ce robot, ben, on ne peut pas le relier à une centrale via un câble. Ça n'a pas de sens. Donc il est obligé de communiquer avec son infrastructure via des ondes radio. Donc vous voyez bien apparaître là le mot radio d'une façon forte dans cette nouvelle industrie, l'industrie 5.0. Le domaine de la sécurité, depuis des années, en fait, on va utiliser les techniques radio. Les premiers éléments, c'est bien évidemment le talkie-walkie, bien évidemment, pour remonter une information. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus dense que ça, puisqu'en fait, on va avoir maintenant des petites entreprises, des petits groupes, en fait, qui vont développer des solutions de protection. C'est typiquement les systèmes anti-intrusion. Alors on va mettre en fait des micro-cellules radars dans une pièce pour vérifier en fait que personne ne pénètre dans cette pièce. Le gros avantage d'une microcellule radar, d'un capteur qui fonctionne avec des ondes électromagnétiques, c'est qu'il ne dépend pas du tout de l'environnement lumineux. Ça marche aussi bien la nuit que le jour. Et l'autre avantage, c'est que ça va même traverser certains milieux. Typiquement, si vous mettez un carton devant une source lumineuse, la lumière a du mal à passer. Une onde électromagnétique passe très facilement à travers ce carton. Donc on va même pouvoir observer des choses qui sont des choses cachées. Et ça, bien évidemment, au niveau sécuritaire, c'est intéressant. Alors on pourrait citer d'autres exemples, hein. Par exemple tous les systèmes brouilleurs. Typiquement, dans une maison d'arrêt, il est quelquefois souhaitable que les détenus ne communiquent pas avec des téléphones portables à l'extérieur. Donc on va brouiller ces émissions ou alors les détecter pour pouvoir localiser la personne qui s'en sert. Alors c'est vrai à l'échelle d'une maison d'arrêt, mais ça peut être vrai aussi dans une salle de réunion lorsque vous êtes en confidentiel défense. euh, vous voulez peut-être vous assurer que personne n'enregistre votre conversation via un téléphone et va la transférer à l'extérieur. Vous savez qu'au niveau politique, il y a plein de choses qui ont fuité via des tweets ou des choses comme ça. C'est quand même relativement intéressant de pouvoir vérifier que dans une salle, tous les téléphones sont éteints et si un téléphone est allumé, pouvoir localiser le porteur de ces téléphones. Dans le domaine de la société, alors dans le domaine du commerce, je l'ai déjà expliqué, hein, un des exemples, c'était Amazon avec les systèmes de réapprovisionnement. Un autre exemple, c'est par exemple la chaîne Decathlon qui a placé en fait des étiquettes RFID sur l'ensemble de ses produits et c'est des étiquettes qui fonctionnent à 2,45 GHz. Donc vous voyez que même dans le domaine du commerce, on a un besoin de techniciens pour savoir où mettre les lecteurs RF et éventuellement être capable de valider un process radio. Donc ça c'est important, savoir si la, la bande de paiement envoie une onde radio ou n'envoie pas une onde radio. Donc là on arrive dans le domaine de la maintenance. Dans le domaine sociétal, là on va retrouver plein de choses. Bien sûr, c'est un environnement extrêmement connecté, hein. Vous êtes tous extrêmement connectés avec vos téléphones, mais c'est bien autre. Ça peut être typiquement la gestion d'une ville, typiquement la gestion du trafic routier d'une ville, où les feux vont interagir entre eux, pas par des réseaux câblés, mais par des réseaux radio. Ça peut être typiquement aussi la gestion des déchets, être capable de dire cette poubelle est pleine ou elle n'est pas pleine, ou alors elle est remplie à quelle quantité. Donc vous voyez que le domaine là aussi de la prise d'information et du transport de cette information vers un centre où on va pouvoir, un centre de données où on va pouvoir interroger le système est souvent réalisé par des ondes radio. Le domaine médical s'ouvre aussi très fortement au domaine radio, au domaine hyperfréquence. Par exemple, vous avez maintenant des capteurs de glycémie pour les gens qui ont du diabète, où ils vont avoir en fait un capteur qui va prendre, euh, qui va analyser ponctuellement des gouttes de sang et qui va remonter en fait via le smartphone en fait l'information à un centre médical pour avoir un suivi direct du patient. Mais il y a plein d'autres exemples. On a travaillé récemment sur un système où on cherchait à mesurer les déplacements en fait, de la cage thoracique
fait, des poumons pour voir, en fait, pour mesurer le rythme de respiration des gens. Le, la Covid entraîne ce genre d'études. Euh, le domaine de la domotique est aussi forcément extrêmement connecté. On rentre en fait dans toutes les formes d'objets connectés. L'IoT, vous avez tous des sondes de température. Globalement, toutes ces sondes de température travaillent avec un protocole radio qui met sur des fréquences libres qui sont souvent 433 MHz. Le domaine de l'énergie, là aussi, c'est souvent une remontée d'informations. Typiquement, lorsque EDF veut regarder ce qui se passe sur un pylône qui est situé, par exemple, en haut d'une montagne, plutôt que déplacer une équipe, ben, ils vont placer en fait un capteur qui va remonter là aussi l'information par une sonde radio. Le domaine de la mobilité, là c'est tout ce qui est transport. Ben, depuis des années, on a des choses radio dans ces objets-là. L'exemple type, c'est les avions, où sur un avion classique de ligne, on a une vingtaine d'antennes sur le corps de l'avion et même un petit peu plus de systèmes radio. Donc vous voyez que c'est des systèmes qui sont extrêmement connectés. C'est ce qu'on commence à voir avec l'industrie automobile, notamment avec l'apparition de la voiture intelligente. Donc, comme j'ai essayé de vous le démontrer, là vous voyez que vous avez une croissance aussi du marché où on va utiliser de plus en plus le canal radio pour porter une information. Ce qu'il faut savoir, c'est que les capteurs maintenant sont tous équipés d'informatique industrielle, donc notamment de microcontrôleurs, de microprocesseurs, en fait, vont traiter l'information. Et très rapidement, vous allez avoir une puce radio qui va émettre cette information. Pour que ça fonctionne, il faut que cette puce soit reliée en fait à une antenne. Une antenne, ça se fabrique pas comme ça, donc il y a quand même quelques règles d'usage. Et puis après, il faut s'assurer que cette antenne est adaptée à l'autre antenne, c'est-à-dire en fait pour avoir une liaison pertinente, il faut que les deux antennes soient pairées. Donc là, il faut être capable aussi de parler de cette liaison radioélectrique, il faut être capable de la mesurer. Il faut être aussi capable de savoir où, par exemple, je vais mettre un récepteur qui va capter N émetteurs. C'est le problème, par exemple, de la station de base de vos téléphones, où je mets ma station 5G pour assurer une bonne qualité de service. Donc vous voyez qu'il y a un besoin assez fort de techniciens qui ont une maîtrise assez forte du monde de la radio et des appareils de mesure que l'on met en œuvre dans cette thématique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une très très forte demande et malheureusement peu de centres de formation. Alors là on a fait le tour de l'ensemble des formations que l'on trouve en France. En fait, il y a 4 formations qui ont des options plus ou moins radio et hyperfréquence. C'est 4 IUT. L'IUT de Rouen, l'IUT du Limousin et l'IUT de Toulouse, et nous-mêmes, donc l'IUT de Ville-de-Bray. Si je les passe en revue, l'IUT de Rouen en fait une électronique dédiée plutôt à tout ce qui est aéronautique et spatial. Donc dans cette électronique, ils vont faire pas mal de traitements d'informations, pas mal de systèmes embarqués, pas mal d'info-indus, et ils ont un module radio. Donc le module radio, c'est 30 ou 40 heures. L'IUT du Limousin, c'est là aussi à peu près la même chose. Donc ils sont plus traitement de l'information, donc en fait peut-être un peu plus mathématiques. Et là aussi, ils ont un module dédié aux ondes radio. Donc quelques heures, là aussi. Quand je dis quelques heures, ça ne dépasse pas une cinquantaine d'heures sur l'ensemble de la formation. Les deux formations qui font le plus d'hyperfréquence, c'est sûrement l'IUT de Toulouse et nous-mêmes. Alors en sachant que l'IUT de Toulouse est un peu plus généraliste, puisqu'en fait il va étudier le système hyperfréquence, la TTRF, et sa partie traitement de l'information. Donc toute la partie informatique industrielle et un peu mathématique qui permet après de réaliser d'une façon numérique l'ensemble des démodulations.
Nous, de notre côté, on va beaucoup moins assurer cette partie info-indus, pratiquement pas. Par contre, on va s'intéresser au métier de la mesure. Je vais essayer de vous montrer que un des éléments pour caractériser une onde radio, c'est d'être capable de la mesurer. Et pour pouvoir la mesurer, on utilise des instruments qui sont coûteux et spécifiques. Et notre cœur de métier, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette notion de mesure et préfréquence dans le domaine des hyper et des radiocoms. Alors je vous ai dit qu'il y avait globalement que c'était un métier du futur, un métier du présent. Vous êtes en droit de vous poser la question, ok, il me l'a dit, mais y a-t-il vraiment des emplois et quels sont les domaines dans lesquels je vais pouvoir exercer ce métier? Alors au mois de janvier, en fait, ma collègue a fait une recherche sous Indeed et elle a sorti en fait quelques offres d'emploi parmi les 4 ou 5 pages qu'on avait sous Indeed. Je vous encourage à faire exactement la même démonstration. Vous allez voir que vous tapez emploi technicien hyperfréquence, vous allez avoir quand même pas mal d'offres d'emploi. Alors vous allez voir en fait que les domaines d'activité sont multiples, que ce soit de l'électronique embarquée, que ce soit l'automobile, de l'aéronautique, même si l'aéronautique, il y a un petit peu moins d'offres actuellement compte tenu de la dureté de la crise. Et on a aussi pas mal de demandes du côté de tout ce qui est radio-téléfusion, donc en fait des gens qui vont assurer la communication via satellite pour transmettre de l'information, que ce soit de l'information privée ou publique. Donc là, on est plutôt sur des très très grands groupes. Je vous les présenterai par la suite. C'est typiquement, là, on est plutôt à l'échelle d'un Air France Industrie, d'un Eutelsat ou des choses comme ça, ou d'un Thales, bien évidemment. Donc vraiment des très grosses sociétés. On a aussi des sociétés hyper innovantes, des startups, qui vont utiliser en fait un concept et qui vont essayer de vendre ce concept. C'est typiquement l'exemple d'une startup qui travaille pour EDF, euh, dans dans son cœur de métier, en fait, c'est faire du contrôle non destructif de structures. Donc, notamment à essayer d'aller détecter des fissures dans des murs de béton. Alors, là, c'est sur une cheminée, mais bien évidemment, ça peut être utilisé sur des centrales nucléaires. Et là, c'est relativement intéressant puisque on n'a pas besoin de faire du carottage, c'est-à-dire de prélever en fait un morceau de béton pour savoir un peu comment il vieillit. Par ce système radio, on est capable d'aller voir l'état du béton sous différentes profondeurs. Donc, là, on est sur des choses extrêmement innovantes. Donc, c'est plutôt des micro-groupes qui sont souvent rachetés après par des grands groupes avec une forte valeur ajoutée. Alors, vous imaginez bien que, bien évidemment, vous n'allez pas du tout avoir le même métier entre quelqu'un qui travaille dans un très grand groupe, Thales, ou dans une start-up où la demande peut être relativement forte et où on est souvent très très proche du domaine R&D, donc recherche et développement. Dans la même idée, tout ce qui est surveillance médicale se développe là aussi très très fortement et c'est souvent via des startups. Bien évidemment, la Covid a été l'occasion de développer plein de systèmes radio en fait. Donc là, il y a pas mal de sociétés qui sont en train d'étudier notamment des bracelets connectés qui se mettent à biper quand vous vous rapprochez trop près l'un de l'autre. Bien évidemment, le domaine de la sécurité, alors à l'origine qui était souvent militaire, il y a 20 ans de ça, notre métier était fortement militaire, maintenant il est très très civil avec une petite part de structure militaire. Voilà, je vous ai mis en fait quelques offres d'emploi euh, avec des groupes qui ne sont pas forcément des groupes spécialisés dans le domaine de la radio. Typiquement, si vous regardez Engie, on ne peut pas dire qu'Engie, qui est fournisseur en fait d'énergie, soit spécialisé dans le domaine de l'hyperfréquence. Et ben ils font quand même de la recherche, notamment ils avaient besoin de techniciens pour assurer de la remontée d'informations via des capteurs vers soit des bases satellitaires, donc des SATCOM,
ou alors faire de la satellite, de la communication satellite, ou alors en hertzien, la communication, ce qu'on appelle terrestre. Bien sûr, vous allez retrouver des activités de maintenance, puisque dans notre métier de l'hyperfréquence, on assure encore de la réparation au niveau de composants. Il faut savoir qu'une carte hyperfréquence coûte relativement cher, puisqu'elle est difficile à mettre au point et elle nécessite quand même des composants qui peuvent être des composants coûteux. Donc on répare encore les systèmes radio aux composants. Là, vous avez une autre société qui travaillait plutôt dans le domaine de la défense et souvent du spatial. Alors vous verrez, aéronautique spatiale, bien évidemment, on n'a pas l'étiquette aéronautique, mais on travaille souvent dans des domaines qui sont rattachés à ces systèmes dits aéronautiques ou spatiaux. Un autre domaine où il y a une très très forte demande à l'heure actuelle, avec des salaires relativement intéressants, c'est tout ce qui est technicien, mesure, CEM. Alors CEM, ça veut dire compatibilité électromagnétique. Lorsque vous avez un produit électronique en France, il faut forcément le valider. Et une des solutions pour le valider, c'est typiquement de lui faire passer des tests. Et ces tests sont des tests d'homologation qui sont régis dans des systèmes de mesure relativement coûteux qu'il faut être capable de faire fonctionner. Donc là, il y a vraiment une demande forte de techniciens. Et puis on a, donc là c'était plutôt une petite PME, et puis on a des choses un peu étonnantes. Là on vous a mis une offre qu'on a trouvée qui émane en fait des sapeurs-pompiers de Paris, où ils cherchaient en fait des techniciens pour assurer la maintenance opérationnelle de leur système radio. On a eu aussi il y a quelques années un étudiant enfin un apprenti qui travaillait en fait là aussi une petite start-up dont le cœur d'application c'était de déployer en fait des systèmes radio dans les parkings souterrains justement pour assurer une continuité des moyens de secours, que ce soit les sapeurs-pompiers ou la police. On a eu l'année dernière aussi quelqu'un qui travaille à l'heure actuelle au ministère de la Défense et qui travaille dans le domaine, ce qu'on appelle entre guillemets les grandes oreilles, les gens qui écoutent en fait toutes les communications radio. Donc là aussi, on a des choses un peu qui ne sont pas directement liées au métier, ou des boîtes qui ne sont pas directement liées au métier de la mesure hyper. Alors des points qui peuvent être importants lorsqu'on candidate, c'est comment on fait la sélection, comment se passe le recrutement et qu'est-ce que je peux faire après une licence pro MHR. Alors la sélection, jusqu'à l'année dernière, elle était en moyenne de 70% des étudiants que l'on convoquait. Alors ça m'amène, quand je dis convoquer, ça m'amène un peu à parler de la démarche. Globalement, la première démarche, c'est de saisir en fait un dossier sur l'application e-candidat. On vous fournira assez rapidement les liens pour cette application. Une fois que votre dossier est saisi, en fait, la cellule de recrutement de la LPMHR va regarder votre dossier. Et si on suppose que votre dossier et vos motivations sont suffisantes, on va vous convoquer. Alors jusqu'à maintenant, on convoquait à l'IUT. Avec la Covid, on convoque plutôt d'une façon virtuelle et on essaie de voir avec vous le contenu de votre dossier. Qu'est-ce qui vous motive et si vous avez des difficultés, s'il y a des choses qu'on ne comprend pas par rapport à vos bulletins, c'est l'occasion d'éclaircir ces points ambigus. On vous présente aussi, peut-être d'une façon un peu plus approfondie, notre formation et ce qu'on attend de nos étudiants. Alors à ce niveau des gens qui sont convoqués, en gros, il y a 70% des gens qui sont admis. Actuellement, l'année dernière, on était plutôt à 50%, c'est-à-dire un étudiant sur deux. Alors globalement, si vous êtes admis, si vous suivez notre formation, vous avez quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de chances d'être diplômé. Il y a globalement sur 20 étudiants, 2 étudiants qui ne sont pas diplômés, ce qui fait à peu près 90% en fait de nos étudiants. Et les 2 qui ne sont pas diplômés, souvent ils abandonnent au bout de quelques semaines. On a une formation qui est relativement dense, qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. C'est des gens qui ne sont pas prêts à fournir
former cet effort. Alors bien évidemment, qui dit effort, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui récompense cet effort, et c'est notamment les débouchés après notre formation. Globalement, tous nos étudiants, pratiquement tous nos étudiants, enfin au moins ceux qui le souhaitent, ont un contrat au bout de 6 mois, généralement presque directement après la formation, et souvent avec un contrat qui est un peu le Graal à l'instant T, qui est le CDI, le contrat à durée indéterminée. Donc ça, c'est plutôt un point très très fort. Alors pourquoi pas 100%, puisqu'on a quand même 10% d'étudiants qui souhaitent continuer. C'est pas forcément ce qu'il faudrait faire, mais il y en a quand même quelques-uns qui continuent. Bien évidemment, vous pouvez vous interroger sur le salaire moyen. Bah là aussi, une des bonnes solutions, parce qu'on n'a pas forcément la réponse. Indeed vous l'a donné, et vous voyez que les salaires sont quand même relativement honnêtes pour un technicien supérieur. Et très rapidement, les jeunes qui sortent de notre formation, au bout de quelques années, entre 5 et 10 ans, euh, prennent une responsabilité de gestion d'équipe, et ils ont souvent des salaires qui sont bien supérieurs à bon nombre d'ingénieurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez une spécialité extrêmement pointue, donc où on peut vous solliciter. Et si on vous sollicite, c'est-à-dire que vous êtes rare, et qui dit rare, dit en fait que tout ça, ça peut se monnayer. Alors l'origine des candidats, majoritairement des gens qui viennent du DUT, génie électrique et informatique industrielle, à raison à peu près de 40%, et maintenant pratiquement 60% de PTS avec une option plutôt électronique, ingénieur électronique. Très peu de BTS électrotechnique, mais ça ne veut pas dire en fait que si vous êtes électrotechnicien, on va directement vous fermer la porte. Alors il y a quelques candidatures aussi qui sont des candidatures soit de mesures physiques au niveau de DUT, soit des gens qui ont fait typiquement une prépa ATS ou une école d'ingénieur pendant un an et qui reviennent chez nous, puisque le côté théorique ne leur a pas forcément convenu. Le statut qu'on va, enfin, le statut de la LPMHR, il se décline sur trois formes. Majoritairement, c'est une formation par apprentissage. Donc ça a quand même plein d'avantages. Contrat de travail, pour votre CV, c'est relativement important. Et puis au niveau financier, que maintenant vous êtes pas très loin du SMIC avec les primes de précarité. Donc ça, c'est quand même relativement intéressant. Le côté intéressant aussi, c'est que souvent votre tuteur dans le monde, dans l'entreprise, est un ancien de la formation. Donc ça veut dire qu'il nous connaît, et généralement c'est quand même des boîtes avec qui on travaille depuis quelques années. Donc ça c'est relativement intéressant, c'est-à-dire que vous avez une transition douce entre le monde de l'école et le monde pro. C'est pas une rupture brutale comme on peut l'avoir après avoir été diplômé sans avoir fait un passage par l'apprentissage. On assure aussi une formation par contrat de professionnalisation, et bien évidemment, il est aussi possible de suivre notre formation avec le statut étudiant. Ces trois statuts coexistent et font exactement la même formation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne trouvez pas une entreprise, on vous conserve avec le statut étudiant. Ça, c'est relativement important parce qu'il y a plein de formations professionnelles qui sont assurées qu'avec le statut apprentissage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si au mois de décembre, vous n'avez pas trouvé une entreprise, vous quittez la formation. Alors comme je vous l'ai dit, hein, il y a des besoins dans le domaine de l'industrie. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que globalement, il y a plus d'entreprises que d'étudiants. Ça veut dire que globalement, si vous voulez faire la formation d'apprentissage, on arrive à trouver une entreprise. Alors je dis bien on, parce que vous n'êtes pas les seuls. En fait, on vous accompagne même très fortement, puisqu'on vous fournit en fait tous les éléments pour pouvoir postuler. Et généralement, on a une collègue qui travaille avec vous sur votre CV et qui va aussi proposer votre CV aux entreprises. Donc vous voyez que vous êtes relativement accompagné. Mais attention, hein, ça ne veut pas dire que
plus d'entreprises que d'étudiants, que tous les étudiants deviennent apprentis. C'est pas vrai, puisque vous pouvez avoir des difficultés de communication et ça peut être un frein au recrutement dans une entreprise. Donc ça, voilà, il faut avoir conscience aussi de ce phénomène. Alors je vais passer assez rapidement sur nos entreprises. Là c'est un slide, enfin transparent qui commence à dater. On trouve des très grands groupes, les Thales vous les connaissez, les Air France Industrie. Alors jusqu'à maintenant Air France Industrie c'était allez, 20, 25%, 30% de nos apprentis. Donc, à Air France, Roissy ou Orly, on a un bon nombre d'anciens dans les équipements de bord type radio ou radar météo. Énormément d'anciens. Les Thales, je dis bien les Thales parce qu'il y en a plusieurs, et c'est vrai à l'échelle de la France. On va retrouver des grosses sociétés, on va retrouver type EMS, on va retrouver des micro-sociétés type Leroy Communication. Leroy Communication, c'est quelque chose, c'est des gens qui travaillent dans le domaine de l'audiovisuel. Ils assurent typiquement la prod, enfin les liaisons radio entre les différentes cellules et la prod, notamment des missions type koh etc. Donc ils vont déployer des jeunes apprentis de l'autre côté de la France pour assurer ce suivi. Donc là, ils cherchent plutôt des gens qui sont assez débrouillards, qui sont capables de mettre en place des systèmes radio, même s'ils ne sont pas opérationnels à 100%, il faut que ça fonctionne un minimum pour pouvoir débloquer des situations. Alors j'ai pas mis, mais on a une autre solution, une autre petite PME qui travaille notamment avec le Tour de France. Donc on a des gens aussi qui assurent ces couvertures radio. On va retrouver des boîtes étatiques, type la NFR, en fait, qui est la société un peu qui est les policiers des ondes. Donc là aussi, avec le développement de la 5G, ils cherchent des gens. On va retrouver des gens qui travaillent dans le domaine de la CEM, ça va être le LNE, le LCE, Emitech. On va retrouver des gens qui font de la métrologie, ça va être Trescal. On va trouver des gens qui travaillent dans le sécuritaire, ça va être Nuance Technologie. On va trouver des gens qui sont dans tout ce qui est déploiement de systèmes radio à l'échelle d'un territoire, c'est le groupe Atis, c'est Towercast. On va retrouver des fabrications, des gens qui fabriquent des composants hyper, notamment pour les satellites, c'est Cobalt, et plein d'autres. Hein. Mais c'est souvent des entreprises que l'on connaît depuis de nombreuses années, où un certain nombre de nos anciens sont maintenant cadres. Globalement, le cadre général des licences professionnelles, ben, c'est 560 heures. Donc pour nous, c'est 430 heures pratiquement exclusivement de travaux pratiques. On fait très peu de cours. Le seul cours que vous allez avoir, c'est en fait des séminaires qui sont organisés par des industriels. Ça ne dépasse pas une dizaine d'heures de cours. On demande souvent à nos industriels de faire des TP et des TD. C'est pour ça qu'il y a pas, il y a très peu de parties de cours. On a une pédagogie qui est aussi une pédagogie par projet, c'est-à-dire globalement, on ne va pas séparer cours TD et TP comme c'est fait habituellement. On va souvent partir d'un projet, on va construire des séances de TP, ça va nous amener des questionnements en fait sur des fonctions, c'est-à-dire que dans le TP on va faire du cours et on va faire du TD. Donc tout ça c'est un peu mélangé. Contrairement aux autres formations, le projet tutoré qui dure 130 heures chez nous est un projet tutoré encadré à raison de 130 heures. Donc vous n'êtes pas du tout laissé en autonomie par rapport à ces éléments-là. Et on utilise le projet tutoré pour faire en fait des très gros TP. Donc globalement, c'est vraiment 560 heures de formation. Ça veut dire qu'en fait, votre formation, elle est très dense au niveau académique. Beaucoup plus dense que la majorité des autres licences professionnelles. Donc si vous venez chez nous, il faudra accepter en fait de faire 35 heures par semaine et de finir les séquences académiques fatiguées. C'est-à-dire en fait qu'on demande beaucoup à nos jeunes. Alors pourquoi? Parce que en fait vous apprenez un métier que vous ne connaissez pas. C'est pas vrai si vous faites par exemple une licence professionnelle en informatique industrielle. Là en informatique industrielle, on peut déjà
utiliser vos connaissances passées. Le stage est de 16 semaines si vous n'êtes pas apprenti, autrement bien évidemment c'est l'alternance. Et le diplôme correspond en fait à la règle d'une moyenne générale supérieure ou égale à 10. On n'est pas sous la forme de partiel, on est sous la forme d'un contrôle continu. Alors on a quelques spécificités par rapport à ce décret licence professionnelle. C'est déjà notre façon de fonctionner. On a deux groupes de 10 étudiants. Donc là j'avais mis 12 étudiants parce que 24 étudiants, c'est vraiment notre capacité au max qu'on peut avoir. Généralement on fait plutôt deux groupes de 10 étudiants avec une équipe pédagogique extrêmement réduite. Vous allez avoir uniquement 4 enseignants. Ça veut dire qu'on se connaît très très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que vous ne pouvez pas vous cacher derrière les autres, hein. C'est pas du tout un effet promo comme on peut l'avoir en DUT où vous êtes 80 voire 100 dans une promotion. Donc là, euh, c'est vraiment une formation au niveau de l'étudiant. C'est pas une formation de masse. Le statut apprenti et le statut étudiant est mélangé, c'est-à-dire que vous suivez exactement les mêmes cours et il n'y a réellement pas de différence. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ensemble des enseignements se fait en labo. Si vous n'aimez pas maniper, il ne faut pas venir chez nous, parce qu'en fait, ça va pas le faire. On n'a pas le temps de faire d'informatique industrielle, c'est pas qu'on n'aime pas ça, c'est qu'on a 560 heures pour vous former au métier de la radio. Et il faut au moins 560 heures pour arriver à vous former. Le projet de tutorat, bien évidemment, il est encadré tout au long de la formation et il se passe durant toute l'année universitaire, de septembre à septembre. L'organisation de la formation est découpée en fait entre période académique et période entreprise. La première période académique commence début septembre où vous allez avoir 5 semaines à l'IUT. Elle est entrecoupée d'une période de 4 semaines où vous allez être en entreprise. Si vous n'êtes pas en entreprise, on va fournir aux jeunes qui ont le statut étudiant des compléments, c'est-à-dire en fait on va les occuper pendant les 4 semaines qui sont normalement des vacances. Donc en fait, c'est pas du tout des vacances et le statut étudiant n'est pas plus reposant que le statut alternant. Ensuite, après ces 4 semaines en entreprise ou en micro-stage, vous allez subir une autre période de 5 semaines académiques et on arrivera à la fin du premier semestre. Le deuxième semestre commencera par un module académique de 4 semaines, séparé par une période de 4 semaines, et vous aurez un dernier module qui est un module de mise en œuvre en fait avant la période où le stage en entreprise. Donc globalement on a 2 semestres avec une évaluation qui se fait à peu près à la période décembre-janvier, vacances de Noël. Quand il n'y avait pas la Covid, on mettait en place en fait un forum, c'est-à-dire que nos entreprises, fin juin, venaient à l'IUT et proposaient des contrats d'apprentissage. Donc là, peut-être que ça sera cette année sous forme virtuelle. La soutenance est prévue début septembre, fin août. Voilà à peu près comment s'organise cette année. Donc c'est ce qu'on appelle une alternance lourde, hein. Vous n'êtes pas 2 jours à l'entreprise et 3 heures chez nous. Vous êtes soit chez nous, soit dans le domaine de l'entreprise. Globalement, le travail est intense sur le semestre 1, puisqu'on vous apprend tout. Sur le semestre 2, en fait, vous allez utiliser les bases du semestre 1 pour les mettre en œuvre. Donc là, vous allez avoir beaucoup de mise en œuvre avec beaucoup plus d'autonomie sur la dernière partie, puisque sur la dernière partie, on va en fait construire des groupes de travail et on va vous proposer l'étude de systèmes hyper et vous allez aussi mettre en œuvre des systèmes hyper, que ce soit des petits microsystèmes radars ou autres. Les objectifs de la formation, c'est typiquement de vous amener à apprendre à votre rythme. C'est-à-dire que par rapport à des grosses promos, vous êtes que 20, généralement 10 par groupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut travailler à l'échelle de l'étudiant. Donc ça, c'est relativement important. Vous n'avez pas tous la même vitesse d'acquisition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, on va plutôt sanctionner des compétences plutôt que des devoirs. Alors, si vous ne réussissez pas un devoir, on se redonne la possibilité de le repasser.
Notre cœur de métier, c'est vraiment vous apprendre à mesurer. Pour savoir mesurer, c'est avant tout apprendre un savoir-faire, et pas un savoir-faire exclusivement théorique. Donc pour savoir faire, ben, il faut manipuler. Donc il faut faire, il faut passer des heures derrière les paillasses de labo pour apprendre à mesurer. Et il faut bien évidemment créer, pas forcément, faut pas forcément que la manip réussisse du premier coup, parce que c'est pas lorsqu'on réussit qu'on apprend le plus, c'est lorsque ça marche pas qu'on se pose des questions. Bien évidemment, ça s'est construit autour de compétences techniques qu'on va essayer aussi de vous amener. Ça implique d'être motivé, d'être actif, hein. Il ne faut pas venir chez nous parce qu'il y a du chauffage, ça ne marche pas. Il faut être capable d'être autonome, mais il faut être aussi capable de communiquer avec les autres. Donc en fait, autonomie et travail d'équipe sont des choses qu'on va aussi chercher à développer. Pour finir, j'attire votre attention sur les méthodes pour candidater chez nous. Il ne faut surtout pas attendre les résultats pour candidater. Ce sera trop tard. Donc je vous invite à aller sur candidat, e-candidat et à déposer votre dossier. Cela ne vous engage à rien. Vous avez les différents intervenants. Donc, vous voyez qu'il y a une parité exacte. On a Patricia qui est en fait la responsable apprentissage, avec Françoise en fait qui va travailler beaucoup avec vous sur la première partie. Alors elle est ni chef ni responsable, en fait c'est assez faux, elle fait aussi elle est chargée du recrutement et elle est chargée aussi du recrutement à l'étranger. On partage, enfin, il y a souvent un ou deux étudiants étrangers qui suivent notre formation. Je vous donne aussi le numéro de téléphone de notre secrétaire qui pourra vous aiguiller, vous donner, il trouvera forcément les réponses à vos questions si vous avez des difficultés avec e-candidat. Vous pouvez aussi nous joindre, il suffit typiquement pour moi de mettre franck.darou@parisnanterre.fr. Ça c'est mon adresse mail, même chose pour David, même chose pour Patricia et même chose pour Zira et Françoise. J'espère que ces quelques transparents ont éclairci un peu le contenu et ce que l'on fait en LPMHR. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci, bonne journée.